Oui, donc j'étudie les pistes de contrôle du parti par le peuple. Alors c'est quelque chose qui a toujours animé la gauche depuis très longtemps. C'est l'éternel problème. Justement, peut-être un système plus participatif comme à Cuba, euh, donc aurait été préférable. Mais enfin, comme je l'ai dit, hein, les choses n'étaient pas comparables entre un petit pays comme Cuba et l'immense Union soviétique. Enfin, c'est vrai que les comités de quartier de Cuba, les comités de défense de la révolution, euh, c'est vrai que ça évite un certain nombre de problèmes, surtout dans leur rôle de, par exemple, constitutionnalisant. Hein, ils participent à l'élaboration de constitutions. En Union soviétique aussi, comme j'ai dit, bon, il y avait toutes ces réunions, tout le monde avait voix au chapitre. Alors, évidemment, tout le monde parlait, mais comme j'ai dit, c'était souvent les gens de l'appareil qui avaient le dernier mot. C'est un peu normal aussi de faire la part des choses. Comment vous voulez, dans un pays aussi vaste, avec une mosaïque de peuples telle que celle de l'Union soviétique, il fallait quand même que les choses soient centralisées, hein, que les problèmes étaient différents de ceux de Cuba, par exemple. Alors, peut-être quand même qu'il faudrait une plus grande, il aurait fallu une plus grande imbrication, une symbiose entre le parti et le peuple. Alors, pour cela, qu'est-ce qui serait envisageable? Le retour au parti de masse, par exemple? Alors, c'est sûr que le Parti communiste a commencé comme parti à l'époque, bon, avant l'accession au pouvoir, bon, c'était le parti bolchevique d'abord, un parti de masse, ensuite un parti quand même plus resserré, hein, dans les conditions de l'empire tsariste, et ensuite devenu un parti d'élite quand même sous l'Union soviétique. Alors, est-ce qu'il faut revenir au parti de masse? L'élite, je parle de l'élite politique. Alors, le problème d'un parti de masse, évidemment, c'est que on n'a pas envie non plus que n'importe qui entre un parti. À l'époque, le parti bolchevique voulait éviter l'entrisme. Ensuite, par la suite, on voudrait aussi que les gens ne rentrent pas par intérêt, éviter l'opportunisme. Au parti communiste, chaque membre devait être exemplaire. Dans un parti de masse, un parti passoire, certaines personnes posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Alors, un parti de masse, c'est bien joli, mais il faut quand même un certain aval par, peut-être cette fois, peut-être pas par l'appareil du parti qui proposait d'en haut que qu'elle entre au parti politique, c'est exclu. On va pas obliger aux gens d'adhérer au parti. Mais encore faudrait-il l'aval pour l'entrée au parti des comités de masse du parti qui pourraient, si vous voulez, s'inspirer de critères professionnels locaux pour admettre quelqu'un dans le parti. Peut-être. En Union soviétique, c'était difficile. Pendant les temps de crise, peut-être que c'est quelque chose qui aurait été fait qui aurait pu être fait sous Khrouchtchev dans des périodes plus apaisées. Donc, si vous voulez, la solution à notre problème est à chercher du côté des trois problématiques que nous avons évoquées. D'abord, le déficit démocratique. Alors, entre le parti de masse et un parti contrôlé par le peuple, il faudrait peut-être couper la poire en deux et laisser décider la base du parti. Donc finalement, si la base du parti avait eu plus de pouvoir, peut-être que cela aurait évité beaucoup de problèmes. Euh, il faudrait donc, ou il aurait fallu un parti avec des responsables proposés, élus et éventuellement révoqués par la base. Comme je l'ai dit, Andropov en avait parlé, Gorbatchev aussi, mais Gorbatchev a renoncé parce qu'il avait peur d'être désavoué par la base du parti.
Maintenant, les pistes en ce qui concerne la confusion entre le parti et l'État. Staline avait, d'après Grover, envisagé, entre autres, le retour au bénévolat, que les communistes soient donc bénévoles. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonnes volontés ne sont pas toujours les meilleures. Bon, c'est sûr qu'il fallait des permanents, il faut toujours des permanents, et il faut que les permanents vivent. Enfin, Staline n'était pas pour un bénévolat pur et simple, il était pour que les communistes soient moins grassement payés. D'après Grover, c'est comme ça que Khrouchtchev est arrivé au pouvoir, parce que il se serait mis le parti dans la poche en disant qu'on ne toucherait pas au salaire des permanents. Est-ce qu'il aurait fallu, ce serait possible peut-être de trouver une solution intermédiaire. Est-ce qu'il aurait fallu supprimer les magasins du temps du parti? Ben là, j'ai changé d'avis depuis mon départ de l'Union soviétique. À l'époque, je trouvais que c'était un peu exagéré. Mais depuis, j'ai compris pas mal de choses, bon, en réfléchissant, et finalement, je me suis dit que finalement, c'était un assez bon système, ces magasins du parti. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y avait un certain nombre de choses, comme je dit tout à l'heure, qu'on trouvait pas dans les magasins, et étant donné que l'argent ne servait pas à grand-chose en Union soviétique, regardez, la vie était simple. Une fois qu'on avait un appartement, les gens louaient, on avait la datcha. Bon, la datcha, hein, c'était presque tout le monde en avait une datcha. Alors, finalement, étant donné que le reste était pratiquement gratuit, même les voyages à l'étranger, c'est une bizarrerie, mais étaient subventionnés par le pouvoir central qui vous donnait des devises. Évidemment, le pays manquait de devises. Alors, vous n'allez pas sortir de l'Union soviétique avec des roubles. Bon. Donc, vous changiez au taux occidental, donc très avantageux, 1 rouble pour 1 dollar, alors qu'en fait, c'était 1 dollar pour 10 roubles sur les marchés mondiaux. Donc, on changeait au taux officiel. Donc, tout cela était extrêmement coûteux pour l'Union soviétique. Les voyages organisés, c'était dans des hôtels, tout était organisé, c'était subventionné par l'Union soviétique. Alors, si vous aviez de l'argent, en plus, si c'était subventionné par votre syndicat, il n'y avait pas grand-chose à payer. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire avec votre argent? Mais il y avait la voiture. Bon, la voiture, c'est vrai qu'il fallait être sur une liste d'attente, mais à part la voiture et aller souvent au restaurant, je vois pas tellement comment on pouvait dépenser son argent. Alors, finalement, c'est pour ça que ces magasins spécialisés, c'était une assez bonne trouvaille. Hein, les gens ne leur en voulaient pas, et je pense que c'était plus intelligent d'avoir des magasins spécialisés que finalement de donner plus, de payer plus, parce que le différentiel de salaire était assez faible en Union soviétique. Hein, on parle de 1 à 5, bon, énorme. Mais finalement, si on avait on avait payé plus les dirigeants supérieurs, là, ça aurait pu encourager la corruption. Parce que je vois pas ce qu'on aurait pu faire avec cet argent à part payer des personnes. Et payer des personnes, comme la charité, de toute façon, c'est pas quelque chose de socialiste, hein, c'est quelque chose qui appartient à d'autres systèmes. Dans le système capitaliste, la charité est très mal vue dans un régime socialiste, puisque en régime socialiste, c'est à chacun selon son travail. Donc, c'est vrai qu'il y avait des aides de l'État, par exemple, pour des mères célibataires, mais sinon, étant donné que c'était à chacun selon son travail, il n'y avait aucune place pour la charité et tout le monde aurait été contre. Donc, si vous voulez, un surcroît d'argent n'aurait pu qu'encourager la corruption. Donc, tout ça pour dire que finalement, ces magasins, finalement, c'était pas une si mauvaise chose. Alors, donc, une possibilité, ce serait, comme je l'ai dit, quand même, peut-être que les membres du parti de l'appareil auraient dû être peut-être un peu moins payés. Finalement, on arrive au travail idéologique. Le travail idéologique, évidemment, c'est pas quelque chose qui se décrète facilement. Comme on a vu, on était tombé dans une grande désorientation idéologique. J'ai parlé du charabia de Gorbatchev qui disait
qu'il fallait, par exemple, renoncer aux intérêts sectoriels du prolétariat au profit des valeurs universelles de l'humanité. Ce qui prouve qu'il n'avait rien compris. Alors, quelque chose de bien, ça aurait été de relancer le travail idéologique. Pour cela, il aurait fallu relancer la repolitisation du parti. Et tout cela aurait découlé d'une séparation, on vient d'entrevoir, entre les tâches administratives et strictement politiques du parti. Andropov avait de nombreuses idées dans ce sens qu'il n'eut pas le temps de mettre en œuvre. Donc voilà, c'est simplement quelques pistes que je voulais avancer, qui sont faciles à énoncer aujourd'hui, puisque dans le temps de l'URSS, la plupart du temps était confronté à l'écrit, surtout du temps de Staline. Donc on peut se dire aujourd'hui que dans un monde plus apaisé et à partir d'un niveau de développement plus avancé que celui de l'Union soviétique à ses débuts, qui était le pays le plus arriéré d'Europe, les choses se seraient mieux passées et qu'elles se passeront mieux dans l'avenir. Alors, ça paraît un vœu pieux, voyons si ces choses tiennent la route, un climat apaisé. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a un climat apaisé aujourd'hui? Non, quand on voit le coup d'État en Bolivie, les tentatives de coup d'État au Venezuela. Bon, enfin, si vous voulez, ça donne quand même des objectifs de lutte pour préparer l'avenir, comme quoi le climat, justement, comme quoi la lutte pour le climat, je viendrai tout à l'heure, mais pour la paix n'est pas un vain mot, pour préparer le terrain pour l'avenir, les luttes anti-impérialistes, pour, si vous voulez, empêcher la domination impérialiste du monde, pour préserver le droit à l'autodétermination des peuples, pour préserver la non-ingérence. J'ai l'impression de parler comme un secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, mais ce sont des choses essentielles pour garantir la possibilité d'un État socialiste dans l'avenir qui déboucherait sur la société communiste. Donc, ce sont des objectifs d'avenir. Quant au développement, alors le développement, on sait bien que le développement économique du monde est remis en cause par le virus en ce moment. Le virus peut retarder le développement. Là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on sait bien que les pays socialistes ont fait leurs preuves pendant l'épidémie de virus. C'est-à-dire que à la fois le Vietnam est maintenant décrit comme un modèle de lutte contre le virus, puisqu'il n'y a eu aucun cas, je crois qu'il n'y a eu aucune mort au Vietnam. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les pays ex-socialistes s'en sortent très bien. Alors, les statistiques montrent qu'il y a moins de cas de Covid en ex-RDA qu'en ex-RFA. Comment est-ce qu'on explique ça? Ce serait étonnant que ce soit le climat. Hein. Donc, mes amis bulgares, en l'occurrence, tandis qu'en Bulgarie, je crois qu'il y a eu seulement 4 cas dans toute la Bulgarie, eh bien, ils me disent que c'est dû à 3 choses. D'abord, à l'orientation sociale des anciens États socialistes. Il doit en rester quelque chose aujourd'hui. Deuxièmement, au fait que tout le monde était vacciné contre le BCG, obligatoirement, et d'autres maladies. On sait bien que le BCG, il y a une relation avec le Covid. C'est la deuxième chose. Et troisièmement, que ces États étaient très soudés et avaient des politiques de santé publique qui étaient très proactives et axées sur la prévention. Donc, il doit en rester encore quelque chose aujourd'hui. C'est pas nouveau que les pays socialistes se défendent bien mieux contre les catastrophes. On sait bien que Cuba se défend très bien contre les ouragans. Bon, alors, pour revenir à notre sujet, le développement. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, de lutter pour le développement, parce que d'autres peuvent s'en charger. Je me situe quand même dans une démarche de rupture avec l'ordre existant. Mais il est sûr que le virus pourrait conduire à de gros reculs sociaux. Une certaine personne, comme le professeur canadien
Mikhail Chossudovsky, qui disent que les grands groupes ont profité de l'épidémie du virus pour faire du ménage, faire une charrette et se débarrasser des moyennes et petites entreprises pour consolider leur groupe. C'est possible, c'est même probable. Tout cela, si vous voulez, a profité du confinement. Tout cela pour dire qu'il est possible pour préparer la société de l'avenir de lutter contre les reculs sociaux qui se profilent à la suite du Covid. Alors, les luttes peuvent être évidemment plus écologiques, plus sociales, pour préparer la société de l'avenir, même si ceci aura besoin d'une révolution dont on n'a pas encore, qui peut avoir des formes très différentes, pourquoi pas des formes analogues à celles de la grande révolution d'octobre. Donc voilà quelque chose qui peut constituer un facteur d'optimisme et qui peut donner des pistes pour les luttes. On sait bien que toutes les luttes sociales constituent un premier pas vers la révolution, comme on le sait. Donc pour finir, les trois problèmes que nous avons évoqués, finalement, j'ai essayé de tracer quelques pistes pour leur solution qui éviteraient un accident dans l'avenir. Donc, nous avons des raisons d'être optimistes pour, si vous voulez, assurer l'arrivée et l'avènement d'un climat plus apaisé, d'un développement donc accéléré du monde qui pourrait favoriser le développement équilibré donc du socialisme en évitant tout accident.